Bonjour à toutes et à tous, nous voici lancés pour un 5e module qui va conjuguer Molière avec Corneille. Alors pourquoi un module qui réunit les deux? Parce qu'on va pouvoir travailler sur cette même époque pendant 2 semaines dans notre cours. Et donc, ici, j'aimerais vous les présenter en parallèle et en contraste. Alors Molière et Corneille sont deux figures emblématiques de la littérature française du XVIIe siècle, ce qu'on appelle le grand siècle souvent, chacun ayant apporté sa contribution à l'essor de la comédie en France. Leurs œuvres sont souvent comparées et opposées. Elles reflètent cependant des approches que j'estime complémentaires dans cet art théâtral que nous étudions dans ce module, et des approches qui se rejoignent dans leur volonté de moderniser les recours comiques traditionnels tout en consolidant les fondations de cet humour français que nous avons déjà vu dans les Fabliaux, dans Rabelais, des modules précédents. Alors commençons par Molière. Molière, de son vrai nom, Jean-Baptiste Poquelin, est souvent considéré comme le plus grand comique de la langue française. D'ailleurs, on parle du français comme la langue de Molière. Il est né en 1622 à Paris. Il a marqué l'histoire du théâtre par ses pièces essentiellement satiriques et décalées qui, elles aussi, mettent en scène les travers de la société de son époque. Sa versatilité et son génie comique lui ont valu une renommée internationale, faisant de lui un auteur incontournable de ce théâtre français comique. Corneille, quant à lui, est plus connu pour ses tragédies classiques, telles que le Cid ou Cinna, mais il a aussi contribué à la modernisation de la comédie dans la culture française. Alors il est né en 1606, avant Molière, il est presque d'une génération précédente pour Molière. Il a contribué à l'épanouissement du théâtre, lui aussi, par ses règles dramaturgiques strictes et son souci de la grandeur et de la noblesse de ses personnages. Son style empreint de rigueur et de noblesse, souvent, a profondément influencé la littérature française, mais aussi toute la littérature européenne de son époque. Corneille est également très influencé par la littérature espagnole baroque du début du XVIIe siècle, notamment le théâtre de Calderón de la Barca, mais également les pièces de Lope de Vega et d'autres auteurs moins connus qui pratiquent la comédie en Espagne. Donc cette comédie espagnole va traverser les Pyrénées et rencontrer beaucoup de succès en France, et notamment grâce à Pierre Corneille. Malgré leurs différences de style et de genre, Molière et Corneille ont tous deux participé à cette modernisation des recours comiques dans la culture française en renouvelant les formes théâtrales traditionnelles et en explorant de nouveaux territoires comiques. Leur complémentarité réside dans leur volonté commune de divertir, certes, et de critiquer en même temps la société de leur temps, qui est bien entendu une monarchie absolue, d'un siècle qui commence sous le règne de Louis XIII et qui terminera sous le règne de Louis XIV, son fils. La complémentarité de Molière et de Corneille réside donc dans cette volonté commune de critiquer la société. Molière, par exemple, s'est illustré par son approche satirique et burlesque de la comédie, qui bien sûr nous rappelle les Fabliaux, nous rappelle la farce de Maître Patelin ou encore Rabelais. Car il met en scène des personnages ridicules et grotesques pour mieux dénoncer les vices de la société, notamment les manipulateurs dans cette société, tels que pour lui les médecins, les précieux ou même les avocats. Ces pièces, telles que Tartuffe ou Le Misanthrope, sont des chefs-d'œuvre d'ironie et de subtilité, où l'humour se mêle à la critique sociale pour mieux dénoncer cette hypocrisie et cette vanité des hommes que l'on trouve dans cette société du grand siècle français. Molière et Corneille sont deux des plus grands dramaturges français de l'époque classique. Et il est intéressant de noter qu'ils ont tous les deux étudié chez les jésuites, donc qui au XVIIe siècle étaient souvent responsables des plus grandes écoles, des plus prestigieuses institutions d'enseignement que comptait la France. Alors leur formation chez les jésuites a joué un rôle fondamental dans leur capacité à devenir de grands humoristes.
Pourquoi? Les études qu'ils ont suivies au sein de cet ordre religieux ont influencé leur style d'écriture, leur sens de l'humour et leur profonde connaissance de la langue française. Tout d'abord, les études des deux auteurs chez les jésuites leur ont permis d'acquérir une solide formation académique. Les jésuites étaient réputés pour leur enseignement rigoureux en latin, en grec et en rhétorique, ce qui a aidé Molière et également Corneille à développer leurs compétences en matière de langue et d'écriture. Cette formation académique a été cruciale dans leur capacité à composer des œuvres littéraires de haute qualité en utilisant des formes et des structures classiques qui ont influencé le théâtre français pendant des siècles. De plus, l'éducation reçue chez les jésuites a permis à Molière et à Corneille de développer leur sens de l'humour. Les jésuites étaient connus pour leur esprit vif et leur capacité à manier l'ironie et la satire de manière subtile, ce qui a influencé le style comique de ces deux auteurs. Molière en particulier était un maître de la comédie de mœurs, utilisant l'humour pour se moquer des travers de la société de son époque, et Corneille, quant à lui, a également utilisé l'humour pour créer des situations comiques, même dans les tragédies, ajoutant une dimension supplémentaire à ses œuvres. Enfin, les études de Molière et Corneille chez les jésuites ont nourri leur imagination et leur créativité. Les jésuites étaient connus pour encourager leurs élèves à développer leur esprit critique, à remettre en question les idées reçues et à explorer souvent de nouvelles perspectives. Cette approche éducative a été essentielle dans la capacité des deux auteurs à créer des œuvres originales et novatrices mêlant humour, satire et drame de manière audacieuse et inventive. Alors voyons maintenant en détail les recours comiques que nous pouvons observer chez ces deux dramaturges du grand siècle, du XVIIe siècle. Tout premièrement, le comique de mots. Alors le comique de mots, ça s'explique facilement, c'est bien entendu des jeux de mots, c'est les acteurs qui s'amusent à échanger le sens de certains de ces mots. Ce qui va créer bien entendu, une fois encore, des situations de quiproquo et des situations comiques, notamment le calembour. Deuxièmement, le comique de geste. Le comique de geste est bien entendu beaucoup plus visuel. Nous sommes au théâtre, ne l'oublions pas. Alors bien entendu, le comique de geste naît des jeux qu'on trouve sur la scène. Les acteurs doivent produire beaucoup d'expressions faciales, des grimaces, des roulements d'yeux. On voit aussi légère violence, coups de bâton, quelquefois, des claques même. Et puis nous avons bien entendu chez Molière et Corneille le comique de situation. Et là c'est beaucoup plus psychologique. Le comique de situation est en général lié à un ou deux personnages dans l'intrigue. Le public connaît leurs circonstances alors que les autres personnages ne sont pas forcément au courant, ce qui crée une espèce de décalage entre la compréhension de l'audience et la compréhension des autres personnages. Chez Molière et aussi chez Corneille, dans une pièce comme Le Menteur par exemple, on voit également un grand développement du comique de mœurs. Alors, ce comique de mœurs, il s'intéresse particulièrement à des attitudes, à des usages de langue qui sont exagérés ou caricaturés. Donc, l'idée est bien entendu de cibler certaines classes sociales ou certaines professions, certains types ou prototypes ou même stéréotypes de cette société française et de s'en moquer à souhait. Également, nous trouvons dans leurs pièces le comique de caractère. Alors, le comique de caractère est beaucoup plus ciblé sur une dimension psychologique d'un personnage. Par exemple, chez Corneille, dans la pièce Le Menteur, le titre même l'indique, non ? Le caractère de ce personnage central est d'être principalement un menteur. Donc c'est une pathologie, bien entendu au XVIIe siècle, nous n'utilisons pas de langage psychologique ou psychanalytique parce que ces disciplines n'existent pas encore, mais ces pièces s'intéressent à certaines caractéristiques de l'humain que aujourd'hui nous pourrons diagnostiquer comme des pathologies, non ? Comme on dit en anglais, un menteur pathologique, pathological liar, non? Donc on associe bien maintenant ce trait de caractère avec une condition psychologique. Chez Molière et chez Corneille, nous avons déjà des bases pour explorer des causes
et des conséquences qui sont liées à une psychologie, une discipline qui se développera presque 200 ans après leur mort. En revisitant les codes de la comédie de la tragédie, Molière et Corneille ont contribué à la transformation de l'humour français jusqu'à maintenant en ouvrant de nouvelles perspectives esthétiques et intellectuelles. Leur modernité réside donc dans la capacité à renouveler les formes théâtrales, tout en s'inscrivant dans la continuité de la tradition classique, ce qui leur confère une place à part dans la littérature française. Molière et Corneille ont également solidifié les fondations de l'humour français en s'inscrivant dans une lignée d'auteurs comiques et tragiques qui ont marqué l'histoire de la littérature française. Ils s'appuient énormément sur les œuvres de leurs prédécesseurs, tels que Rabelais, Montaigne ou même la comédie de l'Antiquité. Ils ont enrichi le patrimoine culturel français en y apportant leur touche personnelle et novatrice. La complémentarité entre Molière et Corneille réside également dans leur rapport à la langue française, qu'ils ont contribué à enrichir et à perfectionner par leur maîtrise de l'alexandrin et de la prose. Molière, par son style vif et enjoué, a su capturer l'oralité et la spontanéité du langage parlé, tout en jouant avec les registres de langue pour mieux souligner les contrastes de caractère de ses personnages. Il avait beaucoup voyagé en France et avait pu côtoyer toutes les classes. Corneille, quant à lui, a mis en avant la noblesse de la langue française à travers son vers parfaitement mesuré et sa syntaxe recherchée, qui confère à ses comédies une dimension presque poétique et beaucoup plus majestueuse. En explorant de nouveaux territoires comiques et en consolidant les fondations de l'humour français, Molière et Corneille ont ouvert la voie à de nombreux écrivains et dramaturges qui ont suivi, tels que Beaumarchais, Marivaux, Denis Diderot ou même plus récemment Sacha Guitry ou Eugène Ionesco. Leur influence sur le théâtre français est incontestable et leur héritage perdure encore aujourd'hui à travers de multiples adaptations et relectures de leurs œuvres. Molière et Corneille représentent ensemble et en complémentarité la modernisation des recours comiques dans la culture française au XVIIe siècle en renouvelant ses formes théâtrales traditionnelles et en consolidant les fondations de cet humour français.